Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois, remettre l'humain au cœur de l'entreprise. L'être humain a-t-il encore sa place dans le monde économique? Est-il vraiment considéré à sa juste valeur? N'est-il pas urgent de mettre sur pied une éthique de la finance? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. Nous nous rendrons dans deux entreprises qui ont parfaitement réussi à humaniser le travail au sein de leurs murs. Dans la première, nous partirons à la rencontre de travailleurs qui sont loin d'être ordinaires. Et dans la seconde, nous découvrirons tout ce qui peut être mis en place pour améliorer le bien-être des travailleurs. Julie Lalou, Dominique Noton, Natacha Koch, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Julie Lalou, vous êtes RH manager et présidente de l'APTO, c'est-à-dire l'Association pour la psychologie du travail et des organisations. Dominique Noton, vous êtes directrice de l'EUETA, c'est-à-dire l'entente wallonne des entreprises de travail adapté. Et vous, Natacha Koch, vous êtes journaliste à Catobel et vous avez réalisé les reportages de cette émission avec Jean-Louis Gios. Alors, qu'en est-il du premier reportage? Eh bien, le premier reportage nous emmène dans une entreprise de travail adapté. Alors, on verra un peu plus tard ce qu'est exactement une entreprise de travail adapté. Mais c'est une entreprise qui favorise le travail des personnes qui souffrent d'un handicap, donc handicap mental, handicap physique ou encore handicap psychique. Et cette entreprise a été créée par des parents en 1985. Elle se trouve dans la région liégeoise. Ces parents donc, étaient parents d'enfants qui avaient un handicap particulier. Et donc, ils ont mis sur pied cette entreprise pour qu'ils puissent travailler. Aujourd'hui, c'est Alain Klinkenberg qui en est le directeur. Il était d'ailleurs un des premiers employés lors de la création de l'entreprise. Et alors, je vous laisse la découvrir en images. Merci. Dans les ateliers du Monceau, ce sont chaque année plus d'1 million de palettes qui transitent par l'usine. Elles sont réparées par des travailleurs dont le bilinguisme est un peu particulier, puisqu'ils parlent le français, mais surtout la langue des signes. Aujourd'hui, l'entreprise compte 134 employés, dont 114 sont considérés comme porteurs d'un handicap, selon l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. La majorité du personnel est composée de personnes sourdes ou malentendantes, ce qui n'empêche pas les ateliers du Monceau de fonctionner comme n'importe quelle entreprise. La direction a d'ailleurs une confiance totale en ses employés. En fait, ici, on fonctionne avec une hiérarchie en râteau. Donc, la direction est proche des travailleurs, du personnel ouvrier. Donc, on tend à responsabiliser les ouvriers, à leur donner plus de responsabilités pour qu'ils deviennent plus autonomes. Les ateliers du Monceau ont été créés en 1985 par des parents d'enfants sourds ou malentendants, et ce afin d'assurer un avenir à leur progéniture. La première activité consistait en la reconstruction de palettes et elle perdure toujours. 3 décennies plus tard, l'entreprise a bien grandi. Aujourd'hui, elle fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et produit des palettes, des emballages en bois comme des caisses, des caissettes ou des palox. Les bâtiments ont été aménagés afin d'assurer la sécurité des travailleurs qui n'entendent pas ou peu en misant sur la visibilité. Ils peuvent alors travailler le bois, utiliser leurs outils ou encore conduire le chariot élévateur sans craindre de danger par rapport à leur sourdité. Et malgré ce handicap, tout est fait pour favoriser la communication entre le personnel et la direction. Les chefs connaissent la langue des signes, le directeur connaît la langue des signes et donc c'est plus facile pour communiquer avec eux. Ici, on donne des cours de langue des signes le soir, le mercredi soir. Donc les ouvriers entendants peuvent apprendre la langue des signes et communiquer avec les ouvriers sourds. On aura plus facile de contacter à ce moment-là le cariste. L'épanouissement de la personne sourde est au cœur des préoccupations d'Alain Klinkenberg, le directeur. Et les discussions en langue des signes ne manquent pas sur le site de l'entreprise, que ce soit lors des pauses des travailleurs ou encore durant les réunions, où un traducteur est chaque fois présent pour assurer la traduction des propos. Jour après jour, la solidarité tient donc une place particulière au sein des ateliers du Monceau. Aux charges lourdes. On veut vraiment que toutes les personnes au sein de la société se sentent bien, donc on privilégie le bien-être au travail et on veut que ça se ressente aussi lorsqu'ils quittent l'entreprise, donc qu'ils soient heureux de venir travailler mais aussi de pouvoir sortir de l'entreprise en se disant qu'ils ont passé une agréable journée de travail.
ici, on ne voit pas le handicap comme un défaut, on l'utilise à notre avantage. Par exemple, une personne sourde est beaucoup plus méticuleuse. Donc si on va la mettre à un poste de travail où on demande beaucoup de précision ou d'autres petites particularités. Et donc, dans ce cas-là, le handicap devient un avantage pour nous, et ce qui est un avantage aussi pour la société. Et ça, c'est extraordinaire. Dominique, notons, l'EWETA, c'est quoi exactement? Eh bien, en fait, le WETA représente 55 entreprises de travail adapté, wallonnes et germanophones. En chiffres, eh bien, cela représente plus de 9000 travailleurs, dont 7000 en situation de handicap. Et comme l'a dit Natacha, tout type de handicap. Donc, ce qui veut dire que quand on parle d'entreprise de travail adapté, c'est systématiquement lié au handicap ou pas spécialement? Alors, dans chaque entreprise de travail adapté, eh bien, il y a un minimum de 70% des collaborateurs qui sont en situation de handicap. Le rendement économique, est-ce que c'est une notion importante pour ces entreprises-là ou bien c'est plus des entreprises à finalité sociale? Alors, la vocation des entreprises de travail adapté est une vocation sociale. Et c'est vrai que nous adaptons, nous développons nos activités économiques quelque part en lien direct avec nos collaborateurs et en fonction de leur handicap. Donc, si vous voulez, nous complétons l'approche qui est celle de l'entreprise traditionnelle puisque, par exemple, tout collaborateur qui travaille en entreprise de travail adapté eh bien, bénéficie d'un poste de travail adapté, d'un accompagnement, que ce soit dans le cadre de sa tâche, de sa fonction professionnelle, mais également, dans certains cas, dans le cadre de sa vie privée. Et les entreprises, vous êtes une organisation patronale? Nous sommes une organisation patronale et c'est vrai que nous représentons l'ensemble du secteur, que ce soit dans le monde socio-économique, mais bien entendu, c'est vrai que l'on représente également cette entente wallonne auprès du grand public. Pour bien comprendre un petit peu ces entreprises, je me tourne vers vous, Julie Lalou. Vous êtes présidente de l'APTO. Alors peut-être aussi nous expliquer ce qu'est exactement l'APTO pour qu'on puisse bien comprendre d'où nous parlons ici sur ce plateau. Oui, tout à fait. L'APTO est une association de fait, c'est une association de bénévoles qui se réunissent et se regroupent pour promouvoir la psychologie du travail et des organisations. Nous faisons partie intégrante également de la Fédération belge des psychologues, qui regroupe donc les différentes écoles de la psychologie, que ce soit les thérapeutes plus qui sont là pour accompagner les gens au day-to-day, mais aussi la psychologie du travail, il y a la psychologie sociale, la psychologie dans les écoles. Par ailleurs, nous sommes également très proches de la commission des psychologues qui aujourd'hui en fait protège le titre de psychologue. Justement, avez-vous le sentiment, comme psychologue, travaillant en entreprise, que vous êtes RH manager, que l'humain a vraiment sa place encore dans le monde économique? Oui, très certainement. Je pense que beaucoup d'entreprises se rendent compte aujourd'hui, par différents aspects, que l'être humain est une personne à part entière. Qu'est-ce que je veux dire? Par là, on voit des initiatives qui sont entreprises, on l'a nommé ici aussi, pour adapter le poste de travail autour de l'être humain. Donc on pense à l'ergonomie, on pense à la lumière, on pense au bruit sonore, tous ces aspects-là. D'un autre côté, il y a le bien-être physique, le sport, les activités de ce style-là, mais aussi les entreprises se rendent compte, en travaillant sur l'engagement et en adaptant tout ce qui tourne autour de l'être humain, parce qu'on a tous des événements de vie dans notre vie et qu'on peut être là en tant qu'entreprise pour accompagner notre personnel à travers ces phases-là, eh bien, on peut avoir un employé beaucoup plus engagé. C'est le sentiment que vous avez aussi chez vous, dans vos entreprises de travail adapté, que l'être humain vraiment est au cœur de l'entreprise? Je pense que dans nos entreprises de travail adapté, encore plus qu'ailleurs, car il est impossible, et ce n'est pas notre souhait, de ne pas tenir compte du handicap de nos collaborateurs et de leurs soucis physiques et de leurs soucis psychologiques et de faire en sorte, en tout cas, qu'ils soient le mieux possible dans leur milieu de travail. Nous travaillons beaucoup la solidarité, comme on l'a dit dans le reportage. Nous travaillons également l'accompagnement, de faire en sorte que toutes les difficultés finalement de la vie, mais aussi celles du quotidien en milieu de travail, puissent être surmontées et pour le meilleur avenir de l'entreprise également. Natacha. Il y a quelque chose qui m'avait marqué l'esprit en allant dans les entreprises de M. Klinkenberg. Oui. C'est il y a une solidarité, comme disait Madame Nothomb, qui est vraiment entre les travailleurs, et on voit ces travailleurs sourient. Et ils sourient beaucoup, et c'est bête, mais le fait de sourire au travail, moi je trouve que c'est quelque chose qui devrait nous arriver à tous, nous travailleurs. Et ils se
ils se serrent vraiment les coudes et ils s'aident en fonction des tâches. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a fort marqué. Et je trouve que c'est vrai que si c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises de travail adapté, je crois que c'est quelque chose qu'on devrait retrouver de plus en plus dans les entreprises, je veux dire, normales, entre guillemets. Dominique Nothomb. Oui, et j'aimerais rebondir sur ce que Natacha vient de dire, c'est qu'en fait, il y a vraiment un grand bonheur pour les personnes en situation de handicap de travailler avec des personnes, on va dire, ordinaires. Et il y a une fierté de travailler, dans certains cas de retravailler, puisque j'aimerais rappeler en chiffres, c'est qu'en fait, seuls 20% des personnes handicapées sont nées handicapées. Cela signifie que les 80 autres pourcents, eh bien, sont devenus handicapés au cours de leur vie et dans certains cas de leur vie professionnelle. Donc le travail avait du sens avant le handicap et bien sûr, il en a encore, voire davantage, après le fait d'avoir digéré cette situation de handicap. Julie. Mouvement qu'on retrouve également dans les ressources humaines actuellement. On entend d'ailleurs que certains ont le titre même de Happy Officer. On s'oriente vers comment est-ce qu'on peut rendre l'être humain plus heureux au travail. Et derrière ça, et souvent, c'est ça que je pense qui est vraiment commun entre nos deux approches, c'est comment est-ce qu'on peut donner l'impression aux gens d'avoir du sens au travail. On voit que des entreprises vont s'organiser de manière complètement différente, que ce soit les lieux, mais parfois aussi dans le style de management. Des entreprises vont complètement innover là-dedans afin de donner plus d'invoice, plus d'occasions de s'exprimer, ce qu'on retrouve aussi dans le reportage d'ailleurs très fort, et qui crée en fait une relation de confiance. Quand la confiance est là entre l'employé et son employeur, là, il y a plus du sens, c'est tout bénef, tout le monde s'y retrouve alors, tant le client que l'entreprise, que l'employé. Et je pense que c'est vers cette triangulation-là qu'on doit continuellement œuvrer. Et je pense que notre rôle de ressources humaines est, quelle que soit la chose qui arrive, parce que souvent on vient frapper à notre porte avec j'ai eu un événement de vie, ça peut être perdre quelqu'un, je suis gravement malade, je peux revenir travailler. Tous ces éléments-là sont en fait des opportunités pour nous, en tant que ressources humaines, de se poser la question mais qu'est-ce qui se passe vraiment et faire en sorte que nos employés soient le plus heureux possible. Je me permets de reprendre une nouvelle expression, vous dites c'est tout bénef. Mais c'est tout bénef pour l'être humain ou bien c'est tout bénef pour l'entreprise? Est-ce que quand un être humain va bien, se sent à l'aise au cœur de l'entreprise, il va être plus productif et donc quelque part l'entreprise va en avoir des bénéfices? Parce que je veux dire, c'est quand même le monde économique, donc c'est pas non plus les bisounours, le monde économique. Non, citons des entreprises, par exemple Colruyt, très clairement, c'est un de leurs postulats de base. Si l'employé est satisfait, si le client est satisfait et que l'entreprise est satisfaite également, si on retrouve ce win-win-win là, alors on garantit la durabilité de l'entreprise. Bien au contraire, si vous avez un client mécontent par rapport à son chef et qui doit répondre à un client, à votre avis, ça va peut-être être une réponse différente, au moins dans le ton, qu'un employé content et qui en veut et qui veut aller de l'avant. D'ailleurs, on voit aussi maintenant des nouveaux modèles de société où l'employé peut racheter des parts, devenir associé. On a des autres manières de réfléchir la structure pour justement avoir ce mouvement de l'intérieur de la personne pour qu'il y ait une cohérence entre, quelque part, son corps et son esprit dans son environnement de travail. Ça, c'est vrai. La question que je me pose quand même, c'est on voit les drames sociaux, on voit les drames économiques que traverse notre pays. J'entends bien une éthique de l'entreprise, une éthique de la société, une éthique du monde économique, mais il y a quand même aussi les actionnaires derrière qui sont... Est-ce qu'il n'est pas urgent de mettre en place une éthique de l'actionnariat aussi, quelque part, d'actionnaires qui tiennent compte non pas seulement des profits qu'ils vont pouvoir avoir, mais aussi du bien-être des gens qu'ils emploient? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose vraiment d'urgent, d'après vous? Il y a certainement quelque chose d'urgent. On a déjà parlé de la psychoprévention. Aujourd'hui, toutes les sociétés en Belgique doivent régulièrement veiller au bien-être et doivent être en mesure de pouvoir montrer qu'ils veillent au bien-être de leurs collaborateurs. Maintenant, c'est vraiment au niveau du collaborateur. C'est différent de la politique, et l'éthique dans la politique de la société. Je pense effectivement qu'on va devoir veiller à ce qu'on devienne des entreprises qui donnent du sens et de l'avenir. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut prendre les mesures nécessaires et là aussi avoir le courage de se dire ben voilà, ça ne marche pas, accompagnons le mieux possible les gens à ce moment-là, encore une fois.
En ce qui nous concerne, en fait, la vocation sociale, elle est claire et l'actionnariat ne remet pas, il n'y a pas d'actionnariat, mais les conseils d'administration ne remettent pas cette essence des entreprises de travail adapté en cause. Par contre, notre posture est d'être plus innovant, de pouvoir répondre avec souplesse aux besoins des entreprises traditionnelles et donc d'être créatif, d'être inventif afin finalement d'essayer de protéger, enfin le terme n'est pas tout à fait adéquat, mais de faire en sorte que nos travailleurs qui, à plus de 90% dans le secteur, sont en contrat à durée indéterminée, eh bien, puissent conserver une fonction de qualité, un poste durable. On parle beaucoup du bien-être dans l'entreprise. Certaines entreprises y veillent peut-être plus particulièrement. Natacha, vous avez un autre reportage à nous proposer. Voilà, et en fait, j'ai été dans une entreprise qui a gagné un prix un petit peu particulier. En fait, en Belgique, il y a une célèbre agence de travail qui fait un classement des entreprises et des employeurs les plus attractifs de Belgique. Alors, ils interrogent plus de 15 000 personnes, des femmes, des hommes, des sans-emploi, des personnes qui travaillent. Et ils ont 17 critères assez précis, comme l'ambiance générale, les conditions de travail flexibles, le salaire évidemment. Et alors là, on s'est rendu dans une entreprise qui est située près de Wavre. Cette entreprise a gagné pour la 4e fois ce prix-là et je vous propose de la découvrir. Si la production et le chiffre d'affaires sont tous deux essentiels aux entreprises, ce qui prime avant tout, ce sont les hommes et les femmes qui y travaillent chaque jour. Et puisque les performances et les résultats de ces entreprises dépendent de leurs collaborateurs, il est primordial d'assurer leur bien-être au travail. Et ce point-là, cette société mondiale spécialisée dans les soins de santé, située à Wavre et qui emploie plus de 5500 personnes, l'a bien compris. Alors concrètement, effectivement, il faut mettre en place des mesures qui permettent d'avoir un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et cet équilibre, je pense qu'on peut le trouver aussi par des mesures que l'employeur met en œuvre. Alors je pense effectivement à des mesures comme le temps partiel, puisqu'on a une population quand même 50% féminine qui aspire aussi à avoir des aménagements du temps de travail. On a mis en place le télétravail, qui est une mesure qui a eu un grand succès pour ceux qui peuvent en bénéficier. On a mis aussi en place des mesures en termes de mobilité. On sait qu'en Belgique aujourd'hui, on a d'énormes soucis en termes de mobilité. On n'est pas à l'abri de cette difficulté dans les grands zonings que représentent Wavre et Rixensart. Et donc nous avons mis en place des modes de mobilité alternatifs comme le covoiturage, comme l'utilisation des vélos, comme les transports en commun. Et puis enfin, je pense qu'il y a aussi un autre élément qui est encore beaucoup plus concret, c'est le fait d'être en bonne santé et d'aider à être en bonne santé. La pratique d'une activité physique permet de stimuler les fonctions cérébrales. L'entreprise a donc investi dans une énorme salle de fitness que visitent chaque semaine des milliers d'employés durant leurs heures de travail. Des cours collectifs sont même organisés sur le temps de midi, mais également en fin de journée, du step au yoga, de la zumba à la gym pour le dos. Du côté des restaurants de l'entreprise qui servent plus de 9000 repas par jour, la bonne santé est aussi au cœur des préoccupations puisque des menus diététiques, parfaitement adaptés à une alimentation saine, sont proposés quotidiennement au personnel. Et si les employés se posent des questions sur la manière dont ils doivent se tenir sur leur siège devant leurs ordinateurs, ils peuvent assister au midi de l'ergonomie. Enfin, le programme Energy for Performance vient compléter l'offre des services bien-être. En effet, c'est un programme que nous suggérons à la grande partie de nos collaborateurs et qui explique avec des animations très concrètes en quoi ce bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, cet équilibre à la fois physique mais cet bon équilibre aussi moral, permet de s'épanouir à la fois dans son travail, avec ses collègues, de se développer personnellement, mais aussi de se sentir bien dans son environnement familial. Et pour cette société qui produit des vaccins et qui s'engage à améliorer la qualité de vie afin que tout un chacun puisse être plus actif, se sentir mieux et vivre plus longtemps, offrir des soins médicaux à son personnel reste une priorité. Toutes ces mesures contribuent au bien-être et à la bonne santé du personnel. Ajoutez à cela des services tels que le nettoyage à sec, une petite boutique épicerie ou encore des espaces pour que les employés puissent se rencontrer en toute quiétude. On comprend mieux pourquoi cette entreprise a remporté pour la 4e fois le prix de l'employeur le plus attractif de Belgique. Julie Lalou, de tels programmes, est-ce que c'est uniquement pour
proposés par des multinationales ou bien est-ce que toutes les entreprises peuvent proposer de tels programmes quand on voit ce qu'on vient de voir? Je pense que les entreprises proposent ce qu'elles peuvent à la taille de ce qu'elles sont. Ceci étant dit, je ne veux pas dire que c'est simplement les grandes qui proposent ce genre de service. Je pense que si on regarde l'exemple qu'on a vu dans le reportage précédent, là aussi il y a une très forte écoute et peut-être qu'on n'offre pas une salle de sport au personnel, mais qu'on offre d'autres choses qui ont autant de valeur. Donc la question est surtout pour les petites entreprises, c'est dans quoi est-ce qu'on va investir pour que ça ait vraiment de la valeur ajoutée pour le maximum de collaborateurs. Donc c'est un petit peu dépendant de la taille de l'entreprise. Mais les petites peuvent être aussi très créatives, ne les sous-estimons pas. Et de quelle ordre, par exemple? J'imagine une petite ou moyenne entreprise qui souhaite accompagner le bien-être de leurs employés, de leurs ouvriers. Qu'est-ce qu'elle peut proposer, par exemple? Mais, par exemple, je sais que des plus petites entreprises, je pense à deux idées particulières. C'est une entreprise d'avocats qui, vous savez, il y a différents titres quand on est associé ou on ne l'est pas, notamment, et qui ont proposé notamment au personnel de pouvoir acheter de parts de façon à pouvoir être eux aussi associés et plus rapidement. Donc ça, c'est déjà une approche parce que c'est l'intérêt vraiment de l'avocat, comment devenir associé plus rapidement que dans des grands cabinets. Et ils deviennent aussi un grand cabinet entre-temps. D'autre part, on trouve des entreprises où ils vont peut-être s'associer avec plusieurs petites entreprises. Je pense à des zonings où ils vont aller ensemble offrir un restaurant, ensemble offrir un abonnement à un fitness, pas leur fitness, mais partager un fitness. Donc il suffit, je pense, d'être créatif, de regarder ce que l'on a autour de soi et quelles sont les demandes, et bien écouter les demandes pour y répondre. Dominique Noton, les entreprises de travail adapté, est-ce qu'elles ont aussi des structures comme ça, mettent en place des structures comme ça pour le bien-être de leurs employés et ouvriers? Alors, compte tenu des énormes différences et de l'énorme diversité des handicaps, c'est très difficile d'avoir une infrastructure qui puisse accueillir tout le monde. Ce que je remarque, c'est qu'il y a une attention particulière dans l'aménagement, par exemple, des locaux, des réfectoires, des vestiaires, qu'il y a aussi certains directeurs d'entreprises de travail adapté qui partagent, par exemple, des temps de midi avec leurs collaborateurs. Et donc, où cette convivialité, cet échange, cette absence, finalement, de lien hiérarchique, momentanément, eh bien, disparaît au profit du contact vraiment personnel. Il n'y a pas un danger quand on voit ce genre de reportage comme celui qu'on vient de voir, c'est voilà, les employés bénéficient d'infrastructures merveilleuses et tout, et puis il y a quand même l'économie qui est là et que de temps en temps, voilà, ces entreprises se séparent quand même, ces multinationales se séparent quand même avec, c'est pas seulement 2-3 personnes qui s'en vont, mais c'est des dizaines qui partent, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un double discours là? Julie Lalou. Il faut être critique aussi. Il y a des entreprises qui aujourd'hui n'entreprennent rien par rapport à l'aménagement des bâtiments, à part mettre la couleur, répéter la même couleur tout le temps. Il ne faut pas se leurrer non plus. C'est clair que là, il y a encore énormément de chemin à faire, mais ça fait plusieurs années qu'on parle du bien-être au travail. Donc c'est ça qui est surtout à regarder en avant, que ce soit les petites initiatives ou les grandes initiatives. Moi, personnellement, ce en quoi je crois, c'est d'une part la bonne écoute et d'autre part impliquer les gens. Si ce n'est déjà, quelle est la couleur pour le mur? Impliquer les gens autour de vous, demander ce dont ils ont besoin et faire à petites échelles et faire un petit pas après l'autre pour développer les choses en fait. Oui, vous parlez des besoins des gens et aujourd'hui il y a quelque chose, une alternative qu'on propose. Bon, c'est pas des salles de sport, etc., mais c'est le télétravail. Je pense qu'aujourd'hui ça prend une place particulière dans les entreprises et je pense que c'est aussi un service qu'on peut offrir aux employés pour que les employés se sentent bien au sein de l'entreprise et c'est une manière de les responsabiliser aussi autrement. Mais je sais que c'est fort demandé en tout cas du point de vue des employés et je pense que les employeurs sont contents des résultats des personnes qui font du télétravail. Tout à fait, les études montrent d'ailleurs que l'employé qui travaille chez lui à domicile est plus performant parce qu'il se dit je suis à domicile et il ne faudrait pas qu'on s'inquiète de ma performance. Il y a un petit peu un mécanisme là-dedans. Donc je pense qu'effectivement, et ici à nouveau, on touche à la relation de confiance. Dominique Noton. Alors en ce qui nous concerne, donc, je rappelle ce que j'ai déjà dit, c'est que pour nous, le maintien de l'emploi est vraiment essentiel au sein des ETA, donc des entreprises de travail adapté. Je reviens avec ce chiffre, 90% de collaborateurs disposent d'un contrat à durée indéterminée. Et ce que je peux vous dire, c'est que
nos directeurs d'entreprises de travail adapté se battent comme des lions pour, dans tous les cas, même lorsque l'entreprise se porte un petit peu mieux. Et comme une entreprise traditionnelle, nous faisons face à une concurrence quand même effrénée. Nous devons faire face aux mêmes difficultés qu'une entreprise traditionnelle. Mais malgré tout, donc, il y a vraiment une volonté parfois même de s'associer pour pouvoir répondre à des marchés ou pour pouvoir rétablir une situation économique peut-être plus difficile. Le fait de se séparer de collaborateurs est vraiment l'ultime solution. Justement, par rapport à ça, les collaborateurs dont vous parlez, est-ce qu'ils ont un salaire égal à une entreprise privée dans votre type d'entreprise? Alors, il y a 20 ans, en fait, s'est créée une sous-commission paritaire avec un salaire minimum, des cotisations, des avantages pour les travailleurs. Et donc, c'est une forme de protection importante pour les travailleurs qui officient en fait, dans les entreprises de travail adapté, c'est clair. Vous avez le sentiment que nos entreprises, où on sent l'émergence d'un mouvement d'entreprise humaniste, je dirais, ou humanisante? Oui, je pense effectivement qu'il y a clairement un mouvement et à tous les niveaux, que ce soit dans les entreprises étatiques, que ce soit dans le privé, les grandes, les petites. Les gens ont besoin de sens dans leur vie. Et je pense, c'est pour ça aussi notamment que chez vous, il y a certainement dans tout le reportage qu'on a vu beaucoup de joie au travail. Quand on a le sens et qu'on sait pourquoi on se lève et pourquoi on va travailler et qu'on voit que les choses qu'on fait, ça apporte quelque chose, eh bien les gens sont naturellement plus contents. Si vous faites des choses qui n'ont pas de sens. Est-ce que, par exemple, vous avez le sentiment qu'on fait revenir des psychologues dans les entreprises aujourd'hui pour participer à cette quête de sens du personnel, par exemple, dans vos entreprises, chez vous? Alors, en ce qui nous concerne, des travailleurs sociaux travaillent dans nos entreprises afin vraiment d'épauler au niveau psychologique et dans la vie quotidienne les travailleurs en difficulté qui font face à des situations personnelles ou de santé, puisque quand même, rappelons que le handicap n'est pas facile à vivre au quotidien. Ça, c'est une première chose, mais également des difficultés, parfois de surendettement, parfois des difficultés familiales, comme tout un chacun, vais-je dire. Mais donc, au sein de nos entreprises, le travail social est inséré et est pratiqué régulièrement. Gilles Yalou, le retour des psychologues. Bien, je pense effectivement que les psychologues du travail et des organisations ont de la valeur ajoutée dans le secteur. Naturellement, il y a des gens qui travaillent dans des ressources humaines depuis très longtemps et qui ne sont pas psychologues non plus et qui donc, par la pratique, ont acquis énormément de connaissances et de compétences. L'APTO, tant que la Fédération belge des psychologues, que la Commission est aujourd'hui en train de se battre pour la reconnaissance du titre de psychologue. Ça a déjà été fait au niveau de la thérapie et on espère également que ça sera reconnu au niveau de la psychologie du travail et des organisations, que là aussi, nous avons de la valeur ajoutée au niveau du recrutement, de la formation, de l'accompagnement à travers tout le parcours de l'individu, dès l'engagement, si je peux dire, jusqu'à la retraite quelque part. Merci en tout cas à toutes les trois de nous avoir permis de voir comment remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.